va? Ouais. Ouais. Voilà. Colis 2. Tu récupères ta carcasse, tu veux que je te la... Je vais te le mettre en carton, c'est possible? Ouais. Un bel agneau, ça. C'est Ouais. beau. Ouais. Une belle couleur rouge. Ouais. C'est ce que tu recherches du coup? Ah, moi, c'est ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est le goût, moi. C'est vrai qu'ils sont pas conformés comme les agneaux, on va dire entre parenthèses, collés boucher travail, quoi. Ouais, Hein. ouais. Mais moi, je veux travailler du beau et du bon. Ouais, ouais. Je me fous du rendement. J'ai pas de rendement sur des agneaux comme ça, mais c'est tellement bon. Ok. Comme on disait l'autre fois. Hein. Je te laisse le sortir parce que je peux pas le porter, moi. Ouais, ouais. Hein. De toute façon, il va pas te mordre parce qu'il est mort. Ouais, normalement ça devrait aller. Allez, vas-y, non, c'est pas lourd. Hein. Ça fait 19 kilos. Hein. Ouais. Non, je porte rien. Fini. Les agneaux australiens, ils ont un goût vraiment exceptionnel. Tu vois, on parle de l'agneau présalé que vous connaissez tous, qui va coûter une fortune, et ça vaut un présalé tous les jours. Tous les jours, sauf que ça vaut 3 fois moins, enfin 2 à 3 fois moins cher, tu vois. Je les ai éduqués, mes clients. On appelle ça une éducation. Hein. De faire manger des bonnes choses aux gens, c'est l'éducation. Ouais. Quand ils voient ce coup-là, ah, c'est pas bon, c'est pas. Je dis non, c'est pas du mouton, c'est une race ancienne, mais vous allez voir, goûtez-le, c'est un goût vraiment prononcé, exceptionnel, quoi. Je veux pas gagner d'argent sur un agneau comme ça, comme je veux gagner de l'argent sur un agneau bio standard. Parce qu'ils ont plus conformé, il y a beaucoup plus de chair, de viande, beaucoup plus rond. Aussi bien quand tu mets un agneau comme Fabien en rayon, bah ça, si tu veux, d'aspect, on va dire vulgairement de gueule, il est pas si beau. Mais quand tu le goûtes, oh nom de Dieu, t'es au paradis. Bah c'est vrai, t'es dans le paradis. Dans l'assiette, c'est merveilleux. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Ça, tous les jours. On a une telle richesse De race. fou, hein, Ouais. de race. Et puis il y a des bons éleveurs comme toi qui respectueux de l'environnement, de la nature, de la bête et de la personne qui va le manger. Donc Bah, après, à c'est partir ça. de là, Voilà. hein, Faut pas se. Enfin voilà, on on a ce qu'il faut. a fait le mieux, ouais. Ouais. Fin avril. Ouais. Tu me rediras si tu en veux. Oui, bah oui, bien sûr. ouais. Le fait qu'on a des animaux de race locale qui poussent doucement, qui ne font que pâturer toute l'année et qui n'ont pas de concentré ou d'aliments apportés, on a une viande qui est très, ce qu'on appelle persillée, c'est que le gras, il s'intègre directement aux muscles tranquillement pendant toute la croissance de l'animal. Et du coup, on retrouve la prairie dans l'assiette, quoi. Et ça, c'est chouette. J'ai démarré en fait le pâturage à 15 ans. Quand j'ai fait ma crise d'adolescence, j'ai demandé une chèvre à mon père. Et du coup, il m'a dit ok, je t'achète une, mais tu te débrouilles avec. Après, elle s'est échappée chez le voisin, elle a été voir le bouc et elle m'a fait 3 chevreaux le premier jour des vacances de l'été. Je me suis retrouvé à biberonner 3 chevreaux parce que j'avais forcément acheté une chèvre de réforme qui en fait produisait pas de lait. Dans l'automne, mon père il m'a dit bah on peut pas tout garder, on va falloir en garder. Tu peux en garder une, mais tu peux pas en garder 3 quoi. Donc du coup bah on les a tués puis on les a mangés.
Bonsoir. Ben, je vais vous chercher le colis puis je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Du coup, ça se présente, c'est un colis comme ça. Vous avez tout qui est piécé. Ouais, tout est marqué. Du coup, les tranches de gigot, les côtes. Vous avez en gros morceau, vous aurez l'épaule, la souris et puis un rôti de sel normalement. Il y aurait toutes les tranches de gigot dessous là, vous voyez. C'est beaucoup de plastique, mais dans notre monde de logistique, les gens ils aiment bien que ce soit comme ça. Eh ben, bonne soirée, à bientôt. Salut Jean-Claude. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah oui, depuis que j'ai arrêté. Bah ouais. C'est quoi donc que t'as arrêté maintenant? Ça fait 4 ans. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté en 2016 les moutons. Ah bah juste quand je m'installais alors. Oui, c'est ça. Ouais. Non, du coup ici on est chez Thierry. D'accord. Et Thierry en fait il a un restaurant à fouet. Ok. Où je vois. il fait des fouets à emporter et du coup des animations pédagogiques autour du pain aussi, D'accord. avec les enfants. Et du coup nous il nous a vendu sa maison à côté. Et D'accord. puis moi du coup j'ai un îlot de 40 hectares autour là. Ah oui, t'as quand même de quoi faire. 40 hectares ici, après tu passes la route et j'ai encore 40 hectares au bord de la mer. Ah ouais. J'ai 80 là en tout. Et t'as combien de têtes maintenant là 240 mers, Combien 240. 240. Ouais. Et Et tu fais tout en direct. ouais, tout. T'as des restos, non, autrement ou- J'ai un resto et un boucher. Ok. Mais c'est pas 10% de mon chiffre d'affaires. Hein. D'accord. C'est vraiment particulier beaucoup quoi. Ouais. Et les chèvres Et j'ai une trentaine de chèvres maintenant aussi. Ok. Et du coup, en direct aussi, les chevreaux. J'ai pas de bâtiment, hein. Je fais pas du tout de bâtiment. Et t'as 0 bâtiment. Non, plein air. Pas de foin. L'essence en plein air. Ouais, tout Pas de dehors. foin. Ouais, Pâturage d'hiver aussi. ouais. 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 Ah oui, c'est pas mal. Bah économiquement, ça tient largement la route Ouais, du de coup. toute façon, c'est pas de céréales. Non, Par exemple, pas de paille, pas de céréales. Ouais, Non. Ouais, ah ouais, c'est sûr. mécanisation minime quoi. J'ai rencontré Fabien quand il est arrivé dans la région. Moi, possédant quelques hectares de terre, il m'a rencontré pour savoir s'il pouvait les exploiter pour son élevage. Il m'a demandé si moi je voulais bien m'occuper de la partie animation pédagogique autour de son élevage. Alors après une réflexion très courte, le projet m'a vraiment emballé. Et l'idée en fait c'est de parler de son élevage de moutons et quel est le lien entre son élevage et le retour de la biodiversité. Les champs autour d'ici qui étaient des cultures de maïs ou de blé, le fait que ce soit passé en prairie en 3-4 ans, on n'imagine pas le nombre d'insectes qui est revenu. Des libellules, des papillons, des petits batraciens, comme Fabien, il crée des petits points d'eau pour abreuver ses moutons. Mais la nature revient très très vite et c'est ça qui donne un peu d'espoir. Voilà. Il y a une partie de mon parcellaire que j'ai repris derrière un voisin qui faisait de la culture assez intensive, en matraquant le sol avec du labour, des choses comme ça, parce que c'était géré par des techniciens, et voilà, hein, c'est un système. Et du coup, moi j'ai repris ces parcelles-là, j'ai décidé de pas semer de prairies, et j'ai décidé de laisser la végétation spontanée reprendre ses droits. Et du coup, j'ai pu voir toutes les successions végétales du coup se mettre en place de reconquête d'un espace nu. Parce que la nature déteste le vide. Et du coup, les premières années, c'était pas très productif. Mais j'ai vu les vers de terre revenir. Il y a tout un système de plantes qui s'est mis en place, assez ligneuses, assez dures en fait, qui ont ramené du carbone au sol et qui se sont mis à nourrir les vers de terre. Heureusement, on avait encore des haies bocagères sur le tour des parcelles. Donc en fait, j'ai vu la végétation revenir par les haies progressivement. Il faut au moins 5 ans pour réinstaller quelque chose qui ressemble à une prairie, quoi. Mais les premières années, les brebis, elles pâturaient quand même ça. Et d'année en année, je vois, au lieu de passer 2 jours, je vais y passer 3 jours, 4 jours, 5 jours, et ça augmente à chaque fois. Et du coup, c'est encourageant. Au niveau diversité végétale, en 5 ans, j'ai déjà, à mon avis, au moins 2 fois plus de diversité, voire 3 fois plus qu'une prairie qui aurait été semée, quoi. J'ai un père qui est menuisier, qui est passionné par la nature et les arbres. Et quand j'étais petit, il m'emmenait à la pêche et il me faisait apprendre les noms des arbres. Et du coup, en classe nature, en CE1, moi, la maîtresse, je la collais, quoi, sur le nom des arbres. J'étais très intéressé par la nature. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de travailler dans la nature, en fait, c'était d'être paysan.
C'est un désinfectant. Parce que du coup, tu peux amener des maladies juste en perçant comme ça, en fait. Juste en perçant l'oreille, ça arrive que... Enfin, il y a une année où j'ai eu de l'arthrite, ça s'appelle. C'est une bactérie qui s'installe dans les articulations. Et ça rentre comme ça par la boucle. Ou par le cordon mal désinfecté. Parce qu'il y a quand même du monde, tu vois. Il y a quand même un peu de densité. Et en élevage, dès que tu concentres un peu les choses... Là, j'ai beaucoup d'agnelage en peu de temps. Bah, t'as des problèmes. On va s'éloigner, puis elle va revenir. Parce qu'ils appellent... Allez, viens la bichette. Ils sont là. Ça, c'est trop mignon, ça. 9 agneaux ce matin. Et puis on va repasser vers 15-16 heures. En général, ça naît le matin vers 7h30, 8h, juste avant le lever du jour. Ou alors le soir, juste avant la tombée de la nuit. Donc le Landais-Bretagne, c'est vraiment une race locale rustique. Et du coup, c'est une brebis qui est très autonome, qui vit toute l'année dehors. Je vais aider 3 ou 4 brebis à mettre bas par an sur les... Il y a 235 brebis qui vont mettre bas et j'en aide pas 2%, quoi. La brebis, ça reste un mammifère. Et pour moi, du coup, elle doit être capable de faire toute seule, quoi. Et une brebis qui fait pas toute seule, parce qu'elle est à la poussée, ça va pas, ou parce qu'il y a toujours un souci. Au bout d'un moment, moi, je garde pas ces animaux-là, quoi. Je veux pas, en fait, cultiver ça. Je veux des animaux autonomes qui se débrouillent, qui soient flexibles et simples d'élevage. Sinon, en fait, on arrive à des élevages hyper techniques et hyper inaccessibles pour les futurs éleveurs, en fait. Les agneaux, là, ils naissent, en un quart d'heure, même pas, ils sont debout, leur mère, elle les lèche, elle les réchauffe en les léchant. Du coup, c'est un temps sec et sain, donc ils vont sécher très vite, et au bout de 20 minutes, ils sont rendus à boire. Et après, c'est parti, quoi. Et le lendemain, je te dis, tu peux pas les attraper, ils courent trop vite, quoi. Donc c'est hyper autonome, hyper débrouillard, et c'est ça qu'il faut, quoi, pour avoir un élevage résilient. S'il t'appelait, ça pourrait aider. Si tu veux appeler, ça peut aider. Celui-là, il est tout seul, là, ce matin. Il a dû se paumer dans le troupeau. Et du coup, je vais retrouver sa mère. Donc là, c'est le 465. Sa mère, c'est la 50 014. C'est une grosse blanche qui a mis bas juste hier soir. Du coup, je vais la rechercher. Parce que il est chaud, mais sa mère, elle est loin d'ici, quoi. Faut que je la retrouve. En fait, à une époque, le ministre de l'Agriculture, il avait pour ordre de réduire le nombre de races animales en France. Donc on avait clairement un choix de diminution de la biodiversité animale domestique. Aujourd'hui, on se rend compte que la biodiversité elle est en train de disparaître, sauvage, mais aussi domestique. La différence entre une race rustique et une race productive ou plus conventionnelle, c'est que du coup, on ne va pas pouvoir la vendre en circuit long en général, parce qu'il n'y a pas de filière organisée et en fait, elles ne sont pas assez rentables, soit à la découpe, soit à la production laitière pour le système industriel. On essaie de valoriser au maximum l'animal parce qu'il nous oblige à le faire. Mais du coup, ça nous oblige à rester dans une réalité paysanne. Ça, c'est la délivrance, ça. Enfin, la délivrance, le placenta. En général, je les laisse sur le champ parce que les corneilles noires, les buses, les renards, les blaireaux, les sangliers, ils la mangent. Pour les agneaux morts, du coup, on en a quelques-uns quand même. Et du coup, les 2 autres, ils avaient été attaqués par le renard dans la parcelle. Donc saignés, il y a 2 trous là dans la gorge. Et puis souvent, l'oreille est mangée ou la queue. Puis ils ont un peu tiré les viscères. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, pour tamponner un peu cette nuit, j'ai laissé 3 agneaux morts sur le bord des parcelles. Pour qu'au lieu qu'ils rentrent dans la parcelle, en retuer de nouveau, que s'ils voulaient vraiment manger, ils ramassent un mort qui est déjà mort, quoi. Comme ça m'évite de reperdre d'autres agneaux. Après, il y a des années où j'en ai perdu beaucoup, mais ça m'a jamais mis en difficulté financière ou économique. Et à un moment, j'avais passé mon diplôme de piégeur, mais en fait, j'aime pas tuer les animaux et du coup, je préfère rien faire en fait. Et je pense que le renard, il a un vrai rôle de régulation. Il va nettoyer la parcelle, du coup. Là, demain matin, tu repasses. Cette nuit, tu viens, là, tu poses un
un piège photo, je suis sûr, t'as au moins 2 ou 3 renards en photo cette nuit, ou des blaireaux, ou déjà dans la journée, les buses et les corneilles vont s'en occuper. Et du coup, on est en plein hiver, ils ont pas grand chose à manger, et du coup, ils doivent être bien contents de trouver ça, quoi. Donc moi, ça me pose pas de problème, et voilà, faut que tout le monde vive sur cette planète. On va aller faire le parc d'à côté, parce que là, elles ont faim, faut qu'elles fassent du lait. Du coup, je fais un bac pro agricole CGEA, donc gestion des exploitations agricoles. Et au début, j'étais vraiment motivée à devenir soigneuse animalière. Sauf que j'ai pu rencontrer du coup Fabien Le Thor. Et grâce un peu à ce stage, j'ai réalisé que je voulais devenir agricultrice. Ce qui m'a plu dans la façon de faire de Fabien par rapport à son élevage, c'est que ces animaux, déjà d'une, ils sont en plein air. Et c'est génial de voir les animaux quand même se développer en plein air et se dire qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de bâtiments et qu'on peut trouver son bonheur tout simplement dans les herbes, dans les feuilles, dans les broussailles. Enfin, il y a assez d'énergie, d'azote pour en fait tout simplement alimenter un animal. Aussi, il essaye de soigner ses animaux avec des plantes aromatiques et essayer d'être dans le plus naturel, éviter les antibiotiques. Et voilà, enfin, c'est génial. Du coup, ici, on est chez Yves Lefebvre. C'est un céréalier bio qui s'est installé il y a 3-4 ans. Yves, il a 54 ans, je crois. Il a fait un burn-out, il était assureur avant. Donc il a 60 hectares de culture en bio. Il fait un peu pas mal de cultures différentes. Et 60 hectares de boisement. Et du coup, il m'a demandé, il y a 1 an et demi, si je serais intéressé pour venir faire pâturer les animaux ici l'hiver. On va essayer de tout casser ce matin. Oui, ça serait bien. On va aller voir les salles. Salut les bichettes. Comment ça va? Tu vois les minus? T'as vu les deux là? Les agneaux ici ils poussent très bien l'hiver parce que du coup ça n'a pas été pâturé de l'année, il n'y a pas de parasitisme. Et le fait qu'il n'y ait pas de parasitisme du tout, j'ai pas besoin de vermifuger mes animaux en les amenant ici. Donc moi ça me fait de la nourriture ici et lui ça lui évite de broyer ses parcelles. Ils sont fauchés et restitués au sol directement sur place par les animaux, par le pâturage. Donc c'est un truc un peu gagnant-gagnant. Un mâle et une femelle en fait. Elle est en train de faire. Elle va mettre bas là, il y en a une. Elle est assez docile normalement, il faut juste la laisser tranquille, elle va se trouver un coin et...
Là, le fait de mettre des brebis en périphérie de Pornic, où du coup il y a une pression foncière qui est quand même assez forte, et ben ça vient un peu concurrencer parfois certains projets immobiliers. Donc c'est pas toujours de tout repos, mais elles ont leur rôle, elles entretiennent le paysage et elles permettent de garder une coupure d'urbanisme pour essayer de garder en fait ce corridor écologique entre la mer et les marais ligériens. Ce matin, là où on était avec les brebis, on entendait tout le temps du bruit de machines et d'engins parce qu'il y avait un hectare de parcelle, ils appellent ça une dent creuse. Et du coup, cette parcelle-là, il y a 4 mois, là, ils sont rentrés dedans. Il y avait une friche l'année dernière, il y avait encore les sangliers, les chevreuils qui s'abritaient dedans. Enfin, il y avait pas mal de biodiversité là-dedans. Et vu qu'il y avait une maison à gauche, une maison à droite et qu'il y avait 50 mètres entre les deux et un hectare, bah ça y est, c'est à l'urbanisme, ça a été voté, c'est constructible. Enfin, ça a été voté depuis longtemps, hein. Mais du coup, moi j'avais demandé au propriétaire, il m'avait dit ah non, tu mets pas tes moutons, parce qu'il avait juste trop peur que si on mettait des moutons, il n'y aurait pas de maison de construite, quoi. Ils sont rentrés avec les pelleteuses dedans en novembre, et puis là tu peux aller, c'est propre, un billard. Ils sont obligés de laisser des arbres isolés et des haies quand ils arrivent comme ça sur les terrains. La haie, ils lui ont laissé, elle faisait, je sais pas, 1,50 m, 2 mètres de large. Moi, c'était des pruneliers, c'était épais, dense, il y avait des nids dedans. Là, aujourd'hui, elle fait 40 cm de large, ils ont laissé un pied tous les mètres. Enfin, ça ressemble plus à rien, ça c'est plus une haie. Ils ont juste laissé un alignement sur le papier, mais en vrai, elle a plus aucune valeur et aucun rôle écologique, quoi. Enfin, voilà. On veut garder des arbres, c'est un peu la mode, l'écologie, tout ça. Il faut que ça soit vert, faut que ce soit... Mais en fait, on saupoudre.
Ouh, ouais, elle est contente. Elle est en chaleur en ce moment. Du coup, le soir, on a l'autre chien qui fait le loup. C'est un peu pénible en ce moment pour dormir. Mais bon. Du coup, ici, on est sur un terrain du département de Loire-Atlantique. C'est un espace naturel sensible. C'est un des derniers morceaux de l'écosystème Landes qui existe là sur le sud de Pornic. Les plantes typiques des espaces de Landes, c'est l'ajonc d'Europe, que vous avez là fleuri en jaune. Et puis après, vous avez souvent un peu d'églantier. Vous allez avoir aussi un peu de bruyère. Donc il y a des bruyères cendrées, ciliées ou acalunes. Et puis du coup, il y a aussi quelques orchidées emblématiques. C'est un espace un peu embroussaillé qui fait un peu sauvage. On a remis du coup des brebis Landes de Bretagne sur les Landes de Bretagne historique. Parce qu'elles sont capables d'aller pâturer les feuilles de ronces, les pousses d'ajonc qui sont très piquantes au printemps. Toute la végétation qui est assez dure et assez piquante, en fait, elles arrivent à la valoriser. Et c'est un mouton un peu chèvre. Soit on est en hiver, donc il n'y a pas de graines à pâturer. Mais au printemps, quand elles vont venir là au mois de mai ou juin, elles vont manger toutes les graines des plantes qui sont fleuries. Ça passe par le système digestif. Et en fait, l'acidité de l'estomac lève la dormance des graines. Et du coup, en fait, quand elles rechient après dans le champ, et ben, en fait, elles sèment les graines qu'elles ont mangées, quoi. On a des espaces ici qui ont été plantés il y a une trentaine d'années. Pour faire de l'écologie, on plantait des arbres. Sauf qu'on a planté du chêne vert et du pin maritime, un peu comme dans le sud de la France, des systèmes un peu méditerranéens. Sauf qu'ici, on n'est pas du tout en Méditerranée, on était plutôt sur des espaces landeux. Donc aujourd'hui, sur l'espace de 40 hectares, il y a un peu plus de 10 hectares en boisement. Et si vous allez vous promener sous les boisements là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est mort en fait, parce que le chêne vert et le pin maritime sont hyper asphyxiants. Et du coup, l'idée, c'est de recréer des clairières ou réouvrir un peu ces boisements-là pour ramener de la lumière au sein du boisement, pour retrouver une strate, ce qu'on appelle une strate herbacée, donc de la végétation plus rase sous ces boisements-là, pour avoir un peu plus de biodiversité aussi dans ces boisements. Et du coup, la brebis, par le pâturage en fait, des prairies autour de ces boisements-là, elle a aussi accès à ces boisements-là. Elle va se nourrir des glands à l'automne, mais elle va aussi ramener les graines de la prairie dans le boisement et elle va ressemer naturellement en fait, ces boisements-là. Et comme ça, on a une optimisation de la valorisation de la photosynthèse qui vient du soleil. Du coup, on stocke énormément de carbone comme ça. On va les déplacer du coup. Allez, venez. Dans ces boisements là, il n'y a pas de végétation au sol, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espèces de chiroptères, de chauves-souris. Et du coup, on a à peu près 9 ou 10 espèces de chauves-souris sur les 21 ou 22 qui existent en France. Donc on a un bon réservoir de chauves-souris parce qu'on a de l'habitat, on a de la forêt, on a de la falaise. Donc du coup, on a plein d'habitats différents qui sont très favorables aux chauves-souris. L'espace n'est pas traité et en prairie naturelle, donc il y a énormément d'insectes à la saison. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en réouvrant un peu ces boisements, en recréant des couloirs et en ramenant de la biodiversité dans ces espaces-là, on va ramener aussi des insectes et c'est favorable à plein d'autres espèces en fait. Allez, venez par là, venez. Allez, venez par là, venez. Allez, venez là, venez. Allez, venez les filles, venez. Allez, c'est bon. Là, on déplace le troupeau sans le chien en ce moment sur cette période parce que là, on a eu 150 agneaux à peu près en une dizaine de jours. Et du coup, les brebis sont tellement maternelles qu'elles chargent le chien si je leur mets le chien derrière. Donc là, on y va tranquillement. J'ai une équipe de copains qui vient m'aider sur des déplacements. Là, on a 200 mètres à faire, ça va aller. Allez. Une brebis, en fait, si elle n'a pas son agneau, des fois, par peur ou par envie de manger, elle va me faire 100 mètres. Et au bout de 100 mètres, elle va se dire mince, j'ai oublié mon agneau. Du coup, elle va faire demi-tour et elle va revenir le chercher. Et du coup, on se retrouve souvent à la fin du troupeau avec 50 ou 60 agneaux qui traînent en fait, qui appellent leur mère, mais les mères, elles leur répondent pas ou elles sont parties déjà manger. Au bout de une bonne semaine, 10 jours, déjà, ça va mieux. Les agneaux, ils ont compris qu'il fallait suivre et ils avancent et ils s'arrêtent pas tous les 2 mètres à bêler en train d'appeler leur mère. Là, il y en a une qui veut bien revenir. Allez, va la voir. Elle t'appelle. Voilà. Ça aide les brebis. Elles vont
vont venir là les chercher. Au quotidien, j'ai Nathalie, ma compagne, qui m'aide beaucoup en fait dans la logistique du quotidien, sur la bouffe, s'il y a besoin d'un coup de main pour aller me déposer quelque part parce qu'il y a le tracteur à récupérer ou à ramener un filet et ben en fait elle est assez présente dès qu'on doit déplacer les animaux aussi. Et puis il y a aussi tout le soutien moral en fait qu'on voit pas mais qui fait que du coup ça me donne de la lucidité aussi sur les projets, sur les actions au quotidien. C'est pas son premier déplacement à Basile. Ça le berce, le bruit des brebis. Ça m'endort? Elle me permet d'avoir confiance en moi aussi à certains moments et de me faire me poser les bonnes questions parce qu'elle a un œil extérieur du coup à l'activité. Moi je suis dans le concret, dans le jus, on va dire. Mais elle du coup elle a le recul par son travail et puis sa distance à l'activité. Donc ici je suis en train d'entretenir une haie bocagère. Donc je vais garder une haie d'à peu près 4 à 5 mètres de large pour la biodiversité. On voit les petits rouges-gorges. Les propriétaires qui me louent les terrains, c'est en grande partie pour l'entretien qu'ils me les louent. Les brebis, elles pâturent l'hiver jusqu'au mois de mars. Mon collègue voisin vient faucher pour ses vaches, lui. Et lui, du coup, ça lui fait du foin plus dense parce que le pâturage stimule aussi la pousse de l'herbe. Du coup, moi, mon système fourrager, il est basé que sur l'alimentation des végétations spontanées et naturelles. J'ai pas de stock de foin, donc j'ai pas de bâtiment, donc j'ai pas besoin d'avoir tout le matériel de tracteur et de fuel pour créer tous ces stocks. Et j'ai suffisamment de surface pour que les animaux pâturent toute l'année dehors. Donc du coup, c'est un système assez atypique. On n'est pas nombreux en France à fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que du coup, moi, j'aménage plutôt mon paysage plutôt que mon bâtiment, quoi. J'ai pas de bâtiment. Les deux périodes les plus difficiles, c'est l'été, sécheresse. Donc là, chercher de la nourriture verte pour nourrir les animaux et de l'ombre. Et l'hiver, humidité, pluie, intempéries. Donc là, c'est haies bocagères denses et épaisses qui coupent le vent, qui abritent de la pluie et des intempéries. Et ponctuellement, des arbres dans les parcelles qui vont drainer les parcelles naturellement et qui me resserviront en été et aussi à faire éventuellement du bois de chauffage ou du bois d'œuvre selon les espèces. Et aussi des fruits. On peut planter des poiriers, des pruniers, des pommiers et tout ça, ça fait des fruits. C'est bon pour nous et c'est bon pour la biodiversité et les animaux sauvages aussi. Souvent, les animaux, on les enferme l'hiver en bâtiment. Parce qu'en fait, à mon avis, on anthropomorphise un petit peu l'élevage. Et du coup, on se dit que les animaux sont mieux en bâtiment que dehors. Comme nous, on aime bien être au chaud au pied de la cheminée plutôt que dehors en plein vent. Sauf que du coup, ces systèmes-là sont très consommateurs d'énergie fossile, de bâtiments et aussi en fait, de temps de travail. Ça amène à une vraie astreinte journalière. Si vous n'amenez pas vos animaux à manger tous les jours, vous allez avoir des problèmes. Moi, les animaux, ils les trouvent naturellement dans la parcelle. J'ouvre la parcelle, ils vont à la suivante et là, ils trouvent à manger. En bâtiment, vous leur ramenez à l'auge. Ils sont très concentrés sur des espaces réduits. Donc vous allez avoir une litière accumulée qu'il va falloir exporter après au printemps, sortir dehors et pendre dans les champs. Donc ça va vous coûter en énergie. Moi, elles le font directement en pâturant sur la parcelle et en restituant les déjections directement sur le sol.
Vous allez être obligé de construire un bâtiment qui va vous coûter énormément en énergie, en main-d'œuvre. Et après, vous allez devoir monter un système souvent mécanisé parce que il faut amener à l'auge du foin. Et en plus, du coup, dans le foin, c'est à peine suffisant. Donc, il faut amener des concentrés ou des céréales en complément alimentaire, quoi. Vous allez avoir des maladies qui vont apparaître qui sont très insidieuses parce que ça va être des problèmes bactériologiques, ça va être des courants d'air, ça va être des problèmes liés à la litière. Enfin, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus techniques, je trouve, pour moi, hein, qui ai travaillé avant aussi dans d'autres élevages et d'autres systèmes, que les problèmes qu'on va avoir dehors qui vont être très francs, qui vont être un coup de neige un matin, et vous pouvez pas y faire grand-chose. Le renard, c'est compliqué de lutter contre. Enfin, du coup, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus francs et dont on connaît les conséquences et l'impact avant de démarrer l'élevage. Alors que quand vous allez hiverner votre troupeau, si vous avez un problème, vous allez mettre 15 jours à trouver la solution, vous avez je sais pas combien d'agneaux qui meurent, et du coup c'est juste pénible, quoi, moralement. Le système que j'ai monté, il fonctionne qu'avec des races rustiques parce que je leur impose des conditions de vie qui sont très naturelles, très proches des animaux sauvages. Le fait d'être comme ça toute l'année dehors, ça sélectionne aussi l'animal sur la longueur. Ce qu'il faut voir en fait à plus long terme, c'est que du coup ces races rustiques, elles ont été sélectionnées pendant des siècles et du coup elles ont aujourd'hui un bagage génétique qui est hyper important et qui peut servir à d'autres plus tard. Et on est juste des passeurs en fait, on est là pour transmettre ce bagage génétique qu'elles portent de nos aïeux. Et du coup, on est là pour passer ça. Et il faut surtout pas le perdre parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et du coup, ces animaux-là, ils ont suivi les hommes depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de raison. Ils ont été façonnés pour. Ils peuvent nous sortir de pas mal de situations, en fait. J'en ai pris 2, je crois. Samuel Relier, en cours d'installation dans le Pays de Ré, avec aujourd'hui 2 hectares dans les terres et une quinzaine d'hectares sur les zones de marais de littoraux de Bourgneuf, en élevage de vaches nantaises. Non. C'est collé quand même. Ouais, quand même. Ah oui, certes. J'ai fait un stage chez Fabien, en arrivant dans le secteur pour trouver quelque part avec lui un système de parrainage informel dans un démarrage d'installation en race ancienne, entre guillemets, et rustique. Comme nous sommes dans cette démarche de retrouver des animaux adaptés au territoire et à une agriculture respectueuse donc de l'environnement, de l'homme et de l'animal qui est au centre en fait de cette démarche. C'est que c'est un système qui se détache du matériel. Le matériel qui aujourd'hui prend une place énorme dans l'économie des entreprises agricoles, qui pèse économiquement, qui fait que l'homme passe énormément de temps seul sur son matériel, sur son tracteur. Une idée qui nous tient très à cœur, c'est de trouver des structures à dimension humaine, où on a encore le temps de s'entraider entre voisins et de garder aussi ce relationnel et ce partage qui est indispensable à la vie, quoi. Regarde, on est dans mes notes et tout ça là. Ouais. On peut parler aujourd'hui d'entretien d'espaces naturels dans des zones fragiles où finalement l'agriculture conventionnelle, intensive et moderne n'a plus sa place et on retrouve donc des secteurs notamment en zone littorale, qui ont été délaissés par l'agriculture et qui aujourd'hui sont des friches. Moi, je pense souvent à ce rôle de l'agriculteur, c'est de mettre en valeur l'environnement qui l'entoure et de réussir à trouver un équilibre économique avec ces ressources fragiles, mais qui, en fin de compte, on peut découvrir une très grande richesse dans ces zones fragiles et délaissées. Ah, c'est bien.
Ici, on est sur le bord de la ferme, on est sur une parcelle qui est le symptôme du pays de Ré et de la côte. C'est qu'en fait, on est sur une ancienne parcelle qu'on appelle terrain de loisirs. Bien souvent, les gens ils vont utiliser leur parcelle pendant une période donnée, sur une génération ou deux. Et souvent, après, ça tombe en désuétude. Et là, du coup, en fait, on a nettoyé la parcelle. On a déjà sorti 5 remorques de crasse, quoi. Et l'idée, c'est du coup de restaurer cet espace-là, nettoyer le plus possible pour du coup restaurer la parcelle en prairie. Dimension sociale, en fait, dans cette entretien-là. Hein? Le problème, en fait, c'est qu'avant, ici, il y avait beaucoup de parcelles de vignes. Et en fait, elles sont restées en indivision souvent. Donc en fait, elles sont devenues de plus en plus petites. Et du coup, il n'y a pas eu de remembrement. Alors c'est un avantage parce qu'on a gardé du bocage, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on n'a aucune logique agricole. Et vu qu'il n'y a plus d'agriculteurs à la bernerie et il n'y a plus d'agriculteurs avant que je me réinstalle sur le secteur-là, et ben en fait, c'est parti en terrain de loisirs ou en friche. Et du coup, l'idée, c'est de reconquérir un peu ces espaces-là et de retrouver une cohérence agricole, au moins agricole. Moi, si j'ai choisi les races locales, c'est parce que elles étaient délaissées à cause d'un système, et j'ai compris le système pendant mes études et pendant le début de mon salariat après mes études. Je travaillais en association de remplacement pour les fermes conventionnelles en général. Alors, c'est parce que c'était en Ille-et-Vilaine et il y a plus de fermes conventionnelles. Et du coup, c'était système vache laitière ou porc industriel ou canard ou enfin volaille industrielle. Et du coup, par mes études et par le travail, je me suis rendu compte qu'en fait, les paysans, ils étaient à bout en général, ils étaient tenus par les banques. C'est joli celui-là. Du coup, j'ai monté un modèle économique avec ma compagne qui était en licence de comptabilité et gestion agricole. Elle a fait un prévisionnel pendant la fin de sa formation. Et du coup, j'ai utilisé on a créé son prévisionnel de fin de formation sur mon système en prévision d'installation. Donc en fait, on a monté un système très économe au final. Donc, le fait de ne pas avoir de bâtiment, le fait d'avoir des terrains groupés, le fait de vendre en vente directe, je passais pas par des intermédiaires, j'avais peu de charges et en plus du coup j'avais un système très localisé. Donc en fait je dépense assez peu d'argent. Je dépense à peu près 28 à 30 000 euros par an, tout compris gasoil, aliments, assurance, enfin tout ce que peut compter comme frais une ferme. Et du coup mes ventes elles se séparent à peu près en deux en fait. Il y a la vente de mes animaux, donc pour à peu près 34 000 euros. Et en face de ça j'ai à peu près un peu moins de 30 000 euros d'aide agricole, qui sont directement liés à la surface et au système que j'ai monté. En fait, il y a des aides qui sont liées à l'hectare, en France toujours, ce qu'on appelle les DPB, droit paiement de base, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, vous allez avoir des MAE, mesures agro-environnementales, donc en agriculture biologique parce que je suis en agriculture biologique, et pour la protection des races menacées parce que j'élève des races menacées. Il y a une petite aide de 200 euros par UGB, unité gros bétail, d'allouer pour l'élevage de ces animaux-là. Donc au final, si vous faites 68 000 moins 28 000, il peut me rester 40 000 euros à la fin de l'année pour soit me rémunérer, soit réinvestir un petit peu par rapport à du matériel ou des investissements que j'aurais besoin de réaliser. Je peux pas laisser de côté non plus. Orne. Aussi. L'idée, c'est d'avoir des animaux qui soient le plus débrouillards possible et qui se passent au maximum de mon intervention. Et comme ça, du coup, le coût carbone, on va dire, de mon élevage, il est réduit au maximum. Et l'idée, c'est aussi de planter des arbres et de cultiver pas mal de ligneux et de plantes qui sont fixatrices de carbone pour compenser le carbone que je vais quand même un petit peu brûler pour les emmener à l'abattoir ou pour faire les différentes activités que j'ai à réaliser. J'ai pas encore fait le bilan de carbone de la ferme, mais j'ai hâte de le faire pour comprendre et voir si ça tient la route, ce que je dis. Mais j'ai bon espoir qu'on ne se trompe pas trop dans ce qu'on fait. Pour donner un ordre d'idée, je dois consommer 1 litre de fuel pour produire 1 kilo de viande. C'est quand même pas mal. Mais on n'a pas calculé la compensation que je réalise en faisant des projets d'agroforesterie, en entretenant mes bocagères, en maintenant des prairies naturelles en place.
Et du coup, je pense qu'on n'est pas très loin de la neutralité avec tout ça. Chevreuil ou le lièvre qui est passé les couper, ça fait une coupe franche. J'ai cherché à monter un système beaucoup plus indépendant, mais plus connecté à la société et aux gens, quoi. Par les races locales, ça te tient à ça, t'es obligé. T'es obligé de vendre en direct, donc t'es obligé de vendre à tes clients. Donc t'es obligé d'avoir une qualité de produit irréprochable parce que tu connais tes clients, donc t'as pas envie de les arnaquer. Alors on remettait un peu au goût du jour ce qui existait, mais avec nos techniques modernes, et ça marche plutôt bien.